Mer d'Arabie, le 3 février 2026. Il ne reste que quelques heures avant des négociations qui pourraient éviter ou déclencher une guerre régionale. Un drone iranien s'approche d'un porte-avions nucléaire américain. L'USS Abraham Lincoln avance résolument, effectuant des manœuvres agressives et ignorant les avertissements. La réponse des États-Unis est immédiate. Un chasseur F-35C est lancé depuis le pont du porte-avions. Le pilote s'approche, verrouille la cible et tire un missile. Le drone iranien est aussitôt détruit, mais si vous croyez que c'était le moment le plus crucial de la journée, attendez la suite, parce que l'Iran ne testait pas seulement un porte-avions. Quelques heures plus tard, dans le détroit d'Ormuz, quelque chose de bien plus dangereux était en train de se produire. 6 vedettes rapides iraniennes, armées de mitrailleuses lourdes, encerclent un navire américain, le Stena Imperative. Un drone Mohajer plane au-dessus, transmettant des coordonnées en temps réel. Peu de gens le savent, mais dans ce détroit transite 21% de tout le pétrole mondial. C'est l'une des routes les plus stratégiques du monde. Pendant ce temps, à la radio du navire, un ordre arrive en anglais. Coupez les moteurs, préparez-vous à être abordé. Le capitaine, qui navigue dans ces eaux depuis des décennies, regarde le radar. Il voit des embarcations armées, toutes s'approchant, en formation coordonnée. Il a quelques secondes pour décider, et la décision qu'il a prise a surpris tout le monde. Au lieu de s'arrêter, le capitaine du Stena Imperative a fait exactement le contraire. Il a accéléré. Il a poussé les moteurs au maximum qu'un pétrolier chargé puisse atteindre et a maintenu le cap directement sur la route internationale. Les vedettes iraniennes continuèrent de s'approcher. La menace était réelle, mais alors quelque chose s'est produit qui a tout changé. Le destroyer américain USS McFaul, qui opérait dans la zone, a traversé les eaux en plein milieu. Il n'a pas attaqué, il n'a pas tiré, il s'est simplement positionné comme un bouclier physique. Entre les vedettes iraniennes et le pétrolier, en même temps, des chasseurs de l'armée de l'air américaine ont établi un contrôle total de l'espace aérien au-dessus du détroit. Les Iraniens, soudainement, ont vu qu'ils n'intimidaient plus un navire marchand sans défense. Ils faisaient face à un navire de guerre. Et le choix était simple, battre en retraite ou engager une confrontation suicidaire contre une force militaire supérieure. Ils ont reculé. Le Stena Imperative a poursuivi sa route en toute sécurité. Aucun coup de feu n'a été tiré, aucune perte, aucune munition utilisée. Ça, mon ami, c'est ce que les experts militaires appellent une réponse géniale. Parce que les États-Unis ont neutralisé la menace sans donner à l'Iran ce qu'il voulait vraiment. Un incident international, une scène de violence devant les caméras, du carburant pour la propagande. Au lieu de cela, l'Iran a été humilié. Leurs tactiques d'intimidation, qui ont fonctionné pendant des années avec les navires commerciaux, ont complètement échoué face à une défense coordonnée et déterminée. Mais voici la question que tout le monde se pose. Pourquoi l'Iran fait-il cela maintenant ? Pourquoi provoquer les États-Unis justement au moment où des négociations sont sur le point d'avoir lieu ? Pour comprendre cela, nous devons remonter 8 mois en arrière, jusqu'en juin 2025. À cette date, un conflit a eu lieu qui a tout changé au Moyen-Orient. La guerre des 12 jours. Pendant des décennies, il existait une règle non dite. Israël et les États-Unis n'attaquaient jamais directement le sol iranien. Il y avait des attaques contre des installations à l'étranger, des sabotages, des assassinats, mais jamais de bombardements massifs à l'intérieur des frontières de l'Iran. Juin 2025 a brisé cette règle pour toujours. Aux premières heures du 13 juin, Israël a lancé l'opération qu'ils ont appelée Lion d'Ascendant. Plus de 200 avions de chasse israéliens ont décollé en 5 vagues successives d'attaques. Les cibles étaient des installations nucléaires iraniennes, des bases militaires et des dépôts de missiles. L'opération a été dévastatrice. Des agents du Mossad infiltrés en Iran ont désactivé les systèmes de défense aérienne avant les premiers bombardements. Des drones, contrôlés à distance par des opérateurs sur le sol iranien, ont détruit des infrastructures critiques dans les premières minutes.
Lorsque le soleil s'est levé, le 13 juin, 30 généraux iraniens étaient morts et 9 scientifiques nucléaires avaient été assassinés. Le programme nucléaire de l'Iran, qui avait nécessité des décennies et des centaines de milliards de dollars pour être construit, était en ruine. L'Iran a riposté, et il a riposté avec force. Plus de 550 missiles balistiques ont été tirés contre Israël. Certains ont percé les défenses, ont touché Tel Aviv, ont touché des zones résidentielles, mais la plupart ont été interceptés par les systèmes dômes de fer et par le soutien américain. Pendant 12 jours, Israël et l'Iran ont échangé des attaques. Et puis, le 22 juin, les États-Unis sont entrés en guerre. Des bombardiers B-2, pratiquement invisibles au radar, ont attaqué 3 installations nucléaires iraniennes, Natanz, Fordo et Ispahan. Des bombes spéciales, capables de pénétrer des mètres de béton et de terre, ont détruit des complexes souterrains. C'était la première fois depuis des décennies que les États-Unis attaquaient directement le territoire iranien. L'Iran a répondu en tirant des missiles sur la base américaine d'Al-Udeid, au Qatar. Pour la première fois, des troupes américaines ont été directement la cible d'une attaque iranienne. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Le Qatar a négocié un cessez-le-feu. Et, le 24 juin, le président Trump a annoncé la fin de la guerre des 12 jours. Mais le conflit a laissé l'Iran complètement détruit, aussi bien économiquement que militairement et psychologiquement. Les installations énergétiques, déjà endommagées par les bombardements, provoquèrent des coupures de courant constantes. Les usines se sont arrêtées, le commerce s'est figé, l'inflation a explosé. Et, en janvier 2026, le peuple iranien est descendu dans la rue. Des milliers de manifestants exigèrent des changements. Le régime a répondu par une violence brutale. Des milliers de personnes ont été tuées, des centaines de milliers arrêtées. Le président Trump a menacé d'une intervention militaire si le massacre continuait, mais il a ensuite changé de ton. Au lieu de bombes, il a proposé des négociations, un accord nucléaire. Et c'est précisément pour cela que l'Iran provoque maintenant. Parce que l'Iran teste jusqu'où Trump est prêt à aller. Est-ce qu'il va attaquer à cause d'un drone, à cause de vedettes, ou veut-il vraiment un accord? Ces provocations sont des tests de limite. L'Iran veut comprendre la détermination américaine avant de s'asseoir à la table des négociations, et cela nous amène à l'homme qui va mener ces négociations. Du côté américain, Steve Witkoff, un magnate de l'immobilier. Ce n'est pas un diplomate de carrière, et il n'a pas d'expérience en contrôle des armes nucléaires, mais Trump l'a choisi précisément pour cette raison. Witkoff traite la géopolitique comme des affaires, pression, pouvoir de négociation, offres et contre-offres. Et il parcourt actuellement la région, rencontrant les dirigeants d'Israël, d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, coordonnant les positions et préparant le terrain. Alors, qu'est-ce qui est vraiment en jeu dans ces négociations? Abordons la question nucléaire. Pour comprendre le problème, vous devez savoir comment fonctionne l'enrichissement de l'uranium. L'uranium naturel contient 0,7% d'uranium-235, qui est le type d'uranium capable de produire une réaction nucléaire. Pour une utilisation dans les centrales électriques, il faut l'enrichir jusqu'à 3 à 5%. C'est ce qu'on appelle de l'uranium faiblement enrichi, qui est plus sûr et plus contrôlable. Mais, pour une bombe nucléaire, il faut 90% ou plus. C'est de l'uranium de qualité militaire, et c'est là que réside le problème. Le travail le plus difficile consiste à passer de 0,7% à 3,5%. Cela représente environ 70% de tout l'effort technique. Passer de 3,5% à 20% demanderait encore beaucoup plus de travail. Mais que dire de 60% à 90%? Ce saut peut être réalisé rapidement dans de petites installations, cachées et difficiles à détecter. C'est pourquoi le stock iranien d'uranium enrichi à 60% représente le plus grand danger. Avant la guerre des 12 jours, l'Iran disposait de suffisamment d'uranium pour produire 9 bombes nucléaires.
Les bombardements ont détruit une partie de ce stock et des installations d'enrichissement. Mais pas tout. Et maintenant, l'Iran propose quelque chose de surprenant. Selon des sources américaines et iraniennes qui se sont confiées au New York Times, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale de l'Iran, Ali Larijani, s'est rendu à Moscou et a rencontré Poutine. Le message était clair. L'Iran est prêt à envoyer son stock d'uranium enrichi en Russie, exactement comme il l'a fait dans l'accord de 2015 qu'on en a. Mais il y a plus. L'Iran envisage également une proposition appelée Consortium international. Dans cette proposition, l'Iran arrêterait complètement d'enrichir de l'uranium sur son sol. À la place, un groupe de pays comme la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis fourniraient de l'uranium enrichi à l'Iran pour ses centrales électriques. Tout cela dans une installation surveillée au niveau international. De cette façon, l'Iran aurait de l'énergie nucléaire, mais le monde serait certain qu'ils ne peuvent pas fabriquer une bombe en secret. C'est une concession importante, car cela retire à l'Iran la capacité d'enrichir sans supervision. Mais Steve Witkoff a déjà clairement exprimé la position américaine. Zéro enrichissement en Iran. L'Iran ne peut avoir aucune capacité, même pas 1%, d'enrichir de l'uranium sur le sol iranien. C'est une exigence extrême. Et, pour le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, cela ressemble à une reddition, car il considère le programme nucléaire comme un droit souverain, une garantie contre de futures agressions. Céder sous la pression militaire serait perçu comme une faiblesse, et la faiblesse dans un régime déjà ébranlé par des protestations internes peut être fatale. Mais la question nucléaire n'est pas le seul problème. Israël et les États-Unis veulent également que l'Iran limite son programme de missiles balistiques. Et voici le dilemme de l'Iran. Pendant la guerre des 12 jours, les défenses aériennes de l'Iran ont complètement échoué. Les systèmes russes S-300, qui étaient censés protéger l'espace aérien iranien, ont été détruits dans les premières minutes. Des installations nucléaires enfouies sous des tonnes de béton ont été pénétrées par des bombes américaines. Mais qu'en est-il des missiles balistiques iraniens ? Certains ont fonctionné. Certains ont percé les défenses israéliennes, ont frappé Tel Aviv, ont frappé le cœur d'Israël. Pour l'Iran, les missiles balistiques sont la seule arme qui a prouvé avoir un certain effet. C'est la seule véritable forme de protection qui reste. Y renoncer serait comme se désarmer complètement. Et le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déjà déclaré publiquement que les missiles balistiques sont le moyen de défense le plus fiable du pays et qu'ils ne sont pas négociables. C'est une ligne rouge absolue. Israël voit cela d'une manière complètement différente. Du point de vue israélien, un accord nucléaire qui laisse intact l'arsenal de missiles iraniens ne résout rien. Parce que l'Iran peut toujours menacer Tel Aviv et peut encore attaquer lors de futurs conflits, et Israël n'accepte pas de vivre sous cette menace permanente. Alors, pendant que les diplomates discutent à huis clos, la machine militaire américaine continue de tourner. L'USS Abraham Lincoln et son groupe d'attaque restent dans la région avec 3 destroyers et des escadrons de chasseurs. Des systèmes de défense antimissiles patriotes sont en cours de transport vers des bases dans le Golfe. C'est une démonstration de force massive, et cela sert 2 objectifs. D'abord, cela donne aux États-Unis plus de pouvoir de négociation lors des discussions. Lorsque vous vous asseyez à la table avec des porte-avions, des bombardiers et des systèmes de défense aérienne positionnés de l'autre côté du Golfe, vos exigences ont beaucoup plus de poids. Deuxièmement, si les négociations échouent, tout est déjà en place pour une opération militaire. Cet incident montré au début de la vidéo a révélé une chose claire. C'est que la réponse brillante de l'USS McFaul, le 3 février, a gagné du temps. Du temps pour que la diplomatie agisse. Et pour que des têtes plus froides prévalent. Mais ce temps est en train de s'épuiser. Les négociations ne se comptent pas en semaines, mais en heures.
Steve Witkoff et Abbas Araghchi vont s'asseoir face à face, des représentants de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte et de la Turquie seront présents. Tout le monde sait ce qui est en jeu. Un accord peut apporter une paix historique. Une impasse peut mener à des années de conflits prolongés. Et une erreur peut déclencher la guerre la plus destructrice que le Moyen-Orient ait connue depuis des décennies. Ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz n'était qu'un test. Mais la prochaine fois, cela pourrait ne pas se passer de la même manière. La question qui demeure est de savoir si la diplomatie peut agir assez rapidement pour éviter le pire. Et maintenant, je veux connaître votre avis. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est le plus probable qu'il va se passer ? Pensez-vous qu'ils vont parvenir à un accord de paix ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe réellement au Moyen-Orient en ce moment, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de savoir et abonnez-vous à la chaîne pour suivre comment cette histoire va évoluer dans les prochaines heures et les prochains jours. À la prochaine vidéo.